Bonjour. Ah, on vous entend pas. Je n'avais pas activé l'audio, effectivement. Voilà. Bon, ça y est, on y arrive depuis le temps, effectivement. Oui, c'est vrai. Ouais. On ne sera pas très nombreux. Alors, oui, l'enregistrement a démarré. Voilà, donc il y aura la possibilité pour les gens de réécouter votre conférence à deux voix. Puisque vous êtes deux à intervenir, c'est ça, c'est Alexis Oui, oui, oui. Chapelain et vous-même. Voilà, mes collègues arrivent, Filippo que vous connaissez donc, et voilà, Filippo Danacci, Martine, Benoît, Martine vous connaissez aussi, et Isabelle, avec qui on a peut-être déjà échangé il y a quelque temps. Enfin voilà, en tout cas, on mène le RRA avec Isabelle et Martine, et effectivement, notre préoccupation, c'était l'antisémitisme. C'est comme ça que nous avons commencé à travailler. Voilà, on attend que les gens arrivent peut-être par la pièce antisémite de La Rochelle. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler. Euh, Pas, non, non, désolée. C'était effectivement une sorte de symptôme, j'aime bien dire, un symptôme dans la cité, voilà, d'une pièce jouée par des étudiants qui ne s'en rendaient absolument pas compte, qui jouaient nous avions dans cette pièce des antiennes antisémites, et que les étudiants enfin voilà, n'étant pas particulièrement antisémites, d'ailleurs, c'était tout à fait intéressant. Voilà, par contre, le metteur en scène était quelqu'un d'extrême gauche, voilà. Ouais, on t'entend pas, Isabelle? À ce sujet, j'avais proposé l'hypothèse d'un antisémitisme hypodoxique, voilà, non conscient. Ok, Voilà, intéressant. voilà. Ouais. Donc, alors, il y avait quelques inscrits, donc qui doivent. Je sais qu'il y a des gens qui auront un peu de retard. Voilà, c'est la dernière conférence donc de l'année là, et on a un cycle de conférences effectivement. On a 6-7 conférences dans l'année, voilà. Et là, c'est notre dernière conférence. On attend un petit peu, Filippo. Comme tu veux, toi, Céline, Ouais. si on peut attendre 5 8 minutes, 10 minutes. Ouais, on peut peut-être attendre un peu. Je sais que bon, certains viendront un peu en retard. Oui, on s'est dit, Filippo, tu sais que on allait peut-être changer l'horaire, peut-être pour les conférences, parce que ouais, je sais pas s'il y a un problème d'horaire ou pas, mais on a un collègue qui fait des conférences qui marchent très bien là, entre midi et deux, c'est Gérard Rabinovitch. Mais bon, ils ont un réseau effectivement un peu différent du nôtre, mais en même temps, bon, c'est pas toujours simple non plus entre midi et deux. Moi, j'arrive pas à assister, donc bon, voilà. On peut peut-être, ouais, on peut peut-être commencer. C'est dommage parce que je sais que quelques personnes vont arriver, mais ouais, ouais, on peut attendre peut-être un petit peu. Oui, pas de problème pour. Ouais. Oui. On attend, on met peut-être sur pause, ouais, l'enregistrement. Bien vu, ouais. Donc, vous êtes Laura Ascon, titulaire d'un doctorat en sciences du langage, et vous vous intéressez donc à la communication par le biais des réseaux sociaux et à l'expression, l'analyse en tout cas que vous faites de l'expression des émotions et du discours de haine. Vous nous direz ce que ça veut dire, l'expression des émotions, et comment vous arrivez à analyser ces émotions. Donc, vous avez soutenu une thèse à l'université de Cergy-Pontoise qui porte sur les stratégies rhétoriques et argumentatives adoptées dans la propagande djihadiste, aussi bien la propagande djihadiste que dans le contre-discours institutionnel. Et vous avez mené une recherche postdoctorale à l'Université de Lorraine sur le discours de haine contre les migrants dans le cadre du projet ANR M-Phasis. Et actuellement, vous êtes donc postdoctorante alors là, je ne le dirai pas en allemand, à l'Université technologique de Berlin pour le projet international Décoding antisémitisme sur ce dont vous allez nous parler. Et Alexis Chapelain, vous êtes en doctorat
Vous êtes inscrit dans un programme de doctorat international avec l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, le HESS, et à l'Université de Bucarest en Roumanie. En 2019, vous avez soutenu un master de sciences politiques avec en vous intéressant effectivement sur la théorie politique à l'école, le HESS, et vous occupez actuellement un poste d'assistant d'enseignement à l'Université de Bucarest. Vous intéressez à l'exploration de l'intersection entre histoire intellectuelle, histoire des idées et la sociolinguistique appliquée à un large éventail d'objets de recherche et essentiellement les extrémismes politiques, les idéologies d'extrême droite, les discours de haine, les théories complotistes et le populisme. Voilà. Donc, je vais vous laisser la parole à tous deux. Je crois que c'est vous, Laura Ascon, qui allez commencer. Oui. Bonjour à tous. Est-ce que je peux partager mon écran pour Alors, pourquoi application? Alors, pourquoi partager l'écran? Voilà. Non, ça c'est moi. Alors ça, alors, attendez. Oui, c'est ça, parce que j'avais réduit les... Voilà, c'est bon. Parfait. Alors, voilà. Est-ce que vous pouvez Oui, voir? tout à fait. Super. Alors, donc, comme vous avez dit, je suis postdoctorante dans le cadre du projet Decoding Antisémitisme, qui est un projet pilote qui est international, donc avec l'Université de Berlin et aussi avec le King's College of London, le Hate Lab à Cardiff et le HTW de Berlin. Donc, c'est un projet principalement officiellement, entre guillemets, mené par la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, mais il y a aussi une équipe française dont Alexis et moi faisons partie. Donc, l'objectif est d'identifier des commentaires antisémites sur le web, dans les milieux mainstream, mais je vais en revenir tout à l'heure, afin de développer un algorithme qui permette de détecter automatiquement les contenus antisémites en ligne. Donc, on a 3 équipes. C'est un projet donc international avec une équipe qui s'occupe des données récoltées dans le monde anglophone. Avec Alexis, donc on fait partie de l'équipe française et il y a aussi une équipe allemande. Donc, c'est une équipe très, très large, interdisciplinaire aussi, parce que moi, je suis en sciences de langage. Alexis, il est plutôt en sciences politiques. Donc, on a plusieurs domaines qui viennent, qui permettent d'étudier ce phénomène en profondeur en l'approchant de différentes manières. Donc, l'objectif du projet, donc, c'est d'analyser les contenus dans les médias mainstream. Donc, on ne s'intéresse pas aux milieux extrémistes, mais on voulait voir comment, même dans les milieux qui sont accessibles à tout le monde, les contenus antisémites sont produits, verbalisés, diffusés en France, Allemagne et Royaume-Uni toujours. Un deuxième objectif, donc, c'était de comprendre les dynamiques discursives de l'antisémitisme contemporain pour voir donc, les liens qu'il y a avec des stéréotypes plus classiques comme celui de l'avidité, le fait que les Juifs détiennent le pouvoir, etc. Et de voir comment ces éléments plus classiques sont adaptés aux événements de l'actualité d'aujourd'hui. Et comme je disais tout à l'heure, l'objectif, c'est de développer un algorithme, mais qui ne remplacerait pas les modérateurs, mais qui, au contraire, viennent en leur aide pour modérer les contenus antisémites sur le web. Donc, par les modérateurs des ONG, des institutions, donc qui soient en accès libre par les différentes institutions ONG qui surveillent et qui travaillent sur ces thématiques-là.
Donc, avec Alexis et avec les 3 équipes que j'ai présentées tout à l'heure, nous faisons partie de ce STEP 1. Donc, la première partie du projet qui a pour objectif de récolter les données du web, de mener une analyse qualitative de ces données et ce qui nous a permis de produire un guide d'analyse, un guide d'annotation que je présenterai tout à l'heure, qui est et des ressources comme par exemple le rapport d'analyse discursive qui sera présenté plus en détail par Alexis tout à l'heure. Donc, cette analyse qualitative, d'un côté, a pour objectif de voir en détail ce qui se passe dans les commentaires antisémites, mais aussi de produire des données à noter qui permettent donc, dans le step 2, d'entraîner la machine à reconnaître ces contenus en ligne et dans le step 3, de mener aussi des analyses quantitatives qui permettent de généraliser les résultats obtenus. Donc ça c'est le cadre général du projet. Pour entrer plus en détail dans le corpus, donc on ne se focalise pas sur des mots-clés comme juif, Israël, etc. Mais on a comme approche celle d'identifier des événements de l'actualité, comme par exemple les propos antisémites prononcés par Kanye West, qu'on verra tout à l'heure, et de voir comment, donc, des événements qui sont susceptibles de susciter des réactions antisémites en ligne et de voir comment ces événements génèrent ces contenus antisémites. Donc, voilà un exemple. On se focalise sur les médias mainstream. Donc, on analyse d'un côté les commentaires qui sont publiés dans les pages web des médias mainstream français, anglais et allemands. Et on regarde aussi comment les réactions aux posts Facebook et Twitter, par exemple, des mêmes articles dans leurs pages Facebook et Twitter. Pour voir aussi s'il y a une différence entre ce qui est dit dans des sites de médias ou dans Facebook, par exemple, où tout le monde peut avoir accès, alors qu'il y a des médias qui limitent l'accès aux abonnés, par exemple, et donc c'est un milieu un peu plus restreint, contrairement à Facebook et Twitter. Et donc, on regarde les sites web et les réseaux sociaux de ces médias. Et le corpus actuel, on a environ 75 000 commentaires qui sont déjà notés, donc c'est une large base de données qui est en train d'être utilisée par les collègues en informatique pour développer ce fameux algorithme. Et pour vous donner des exemples d'événements discursifs qu'on a analysés, on a le conflit arabo-israélien, qui est un événement qui dure depuis plusieurs années, mais on s'est focalisé par exemple sur la période de recrudescence qu'il y a eu en mai 2021, oui, on est déjà en 2023. Donc pour voir comment les gens réagissaient à cet événement qui ressortissait du conflit arabo-israélien. On a analysé aussi les réactions aux manifestations au pass sanitaire, où on avait par exemple des comparaisons entre la Shoah et les Français qui sont prisonniers, qui ont un pass, qui sont contrôlés par le système. Et un autre type d'événements qui ne concernait pas des événements comme un conflit ou comme des manifestations, mais qui concernaient plutôt des personnes comme Dieudonné, Kanye West, dont Alexis parlera. Et on avait, dans l'ensemble de ces événements, on avait des événements internationaux comme le conflit arabo-israélien qui pouvaient être comparés en France, au Royaume-Uni et en Allemagne, et des événements plus nationaux comme le cas de Dieudonné et d'Alain Soral, par exemple.
Donc ça, c'est juste pour donner quelques exemples d'événements. La palette de discours analysés est beaucoup plus large, mais on aura peut-être le temps d'y revenir après. En ce qui concerne la méthodologie, donc comme j'ai présenté tout à l'heure, il y a eu une première phase avec les analyses qualitatives qui, on l'appelle première phase, mais qui dure tout au long du projet parce qu'il y a beaucoup de données analysées. On voit que ça continue malheureusement, on trouve continuellement des contenus antisémites en ligne. Il y a la phase 2, donc avec le machine learning, et la phase 3 de l'analyse quantitative. Qu'est-ce qu'on fait, nous, dans le step 1? Donc, on analyse les formes explicites, implicites de l'antisémitisme en ligne parce qu'on n'est pas dans un milieu extrémiste, donc où on peut dire ouvertement ce qu'on veut. On est dans un milieu mainstream. Donc, on sait que les propos antisémites, généralement, sont en tout cas mal vus, censurés dans certains cas. Et donc, les utilisateurs peuvent avoir tendance à utiliser des formes implicites d'expression. Des allusions, par exemple, des métaphores, etc., qui nécessitent donc l'analyse humaine pour pouvoir dire si c'est antisémite ou pas. Et on est en train de voir si la machine peut arriver à détecter ces contenus en se basant sur l'analyse qui est faite au préalable par nous, les humains. Et donc, on analyse aussi la mobilisation et la verbalisation des stéréotypes pour voir s'il y a un certain événement discursif qui suscite un certain type de stéréotype. Donc, si, par exemple, avec Israël, on aura des analogies avec le colonialisme, par exemple, le fait qu'Israël est en train de mener un génocide, etc. Alors que des événements comme celui de Kanye West vont plutôt susciter des stéréotypes liés au tabou de la critique des Juifs, de l'État d'Israël, au fait que les Juifs détiendraient le pouvoir, etc. Donc, voir quels sont les stéréotypes qui sont mobilisés dans les différents contextes. Et donc, voilà. Et comme je disais tout à l'heure, on a établi un guide d'annotation qui comprend environ 150 codes, qui comprend les stéréotypes. Donc, on a des stéréotypes classiques comme l'avidité, le pouvoir, des concepts plus généraux comme l'analogie entre le nazisme et Israël, aussi les théories conspirationnistes, théorie du complot, pardon. Et on a aussi des catégories plus linguistiques et sémiotiques qui permettent d'identifier et d'annoter les expressions linguistiques qui sont utilisées pour exprimer ces stéréotypes. Donc, on retrouve par exemple la menace, les insultes et des éléments sémiotiques qu'on utilise pour analyser par exemple les mèmes, les émoticônes, etc. Donc, l'analyse du lien entre le langage et l'image. Et ce guide d'annotation a été développé déductivement en partant de la définition de l'IRA, mais aussi inductivement, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on analysait nos données, on adaptait, on ajustait, on ajoutait des choses qui nous semblaient intéressantes et utiles pour couvrir la plus large variété de formes d'expression de l'antisémitisme. Donc, c'est un guide d'annotation qui est très, très, très vaste. Pour vous donner une idée, donc là, on a sur la première colonne de gauche la liste des stéréotypes. On en donne une définition dans la deuxième colonne. Par exemple, pour the evil, c'est le fait de présenter les Juifs, Israël, les Israéliens comme des entités qui sont par nature méchantes, démoniaques, qui n'ont pas de moralité.
et qui sont présentés donc comme une menace pour la société, puisqu'ils commettent des atrocités comme le génocide en Israël et en Palestine, qui tuent des centaines et des centaines de Palestiniens, etc. Donc, on a ces définitions qui ont été développées aussi dans le cours des mois de ce projet depuis le début. Et après, on fournit des exemples qui peuvent être explicites. Donc, par exemple, le deuxième pour la catégorie de evil, Israel is evil, mais aussi qui peuvent être, comme je disais tout à l'heure, beaucoup plus implicites. Comme par exemple, toujours le deuxième dans la même catégorie, continuer de supporter les groupes sionistes qui sont contre les enfants et les femmes innocents. Donc, c'est dit de manière plus nuancée, mais le contenu qui est exprimé est exactement le même. Et donc, un algorithme aurait plus de difficultés à identifier ce type de commentaires qui n'aurait pas donc un lexique marqué explicitement violent, mais dont le contenu reste quand même violent et, dans notre cas, antisémite. Là, on a encore un autre exemple, un autre extrait du guide d'annotation avec la partie linguistique, donc avec les jeux de mots qui peuvent être utilisés. Par exemple, Israël écrit avec 2 S qui fait référence aux SS allemandes. On retrouve les solutions, des blagues, l'ironie, les questions rhétoriques qui sont très, très fréquentes dans nos corpus, qui permettent encore une fois de présenter les choses de manière implicite, indirecte, et après, plus explicite, les insultes. Voilà comment on analyse donc nos corpus. Donc, c'est le logiciel MaxQDA qui permet de transférer, d'avoir un système de code qui correspond à notre guide d'annotation, où on retrouve toute la liste des catégories qu'on a dans notre guide d'annotation, donc avec les stéréotypes qu'on voit ici. La partie, les codes pour l'analyse linguistique, sémiotique, etc. Et sur la droite, on a nos commentaires qui sont donc annotés avec les codes respectifs. Par exemple, celui qui est en bleu, qui dirige le monde, sera annoté comme une théorie du complot selon laquelle les Juifs détiendraient le pouvoir et contrôleraient le monde. Ou encore le deuxième exemple, Meki, qui fait référence encore une fois, à qui est derrière tout ça, qui contrôle le monde, qui on ne peut pas critiquer. Et donc, on retrouve plusieurs stéréotypes. Et donc, ce logiciel permet de les associer aux différents commentaires et ensuite de mener des analyses qui permettent de voir s'il y a des corrélations entre 2 ou plusieurs stéréotypes, expressions linguistiques, etc. Pour vous donner quelques résultats généraux, on a vu que l'antisémitisme s'adapte facilement aussi aux événements d'actualité. Donc, avec des stéréotypes classiques qui sont mobilisés avec les propos antisémites de Kanye West, la campagne de vaccination qui a été menée aussi en Israël, donc toujours quelque chose qui est d'actualité, mais qui n'empêche pas les utilisateurs de mobiliser des stéréotypes classiques. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'on le retrouve dans l'ensemble des positions politiques, donc c'est-à-dire dans des médias qui tendent de plus vers la droite, vers la gauche, sont au centre. Donc, c'est vraiment une idéologie qui arrive à s'adapter dans les différents milieux politiques et surtout dans les milieux mainstream. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve seulement dans les milieux extrémistes,
mais c'est quelque chose que tout le monde, à quoi tout le monde peut avoir accès sur Internet. Et une autre chose qui est ressortie de nos analyses, c'est qu'un même événement peut générer des réactions et des stéréotypes différentes selon les pays. Et donc ça, je vais en parler dans une seconde. Et on voit donc qu'il y a un lien entre les événements et les stéréotypes et qui permettent potentiellement de prévoir des tendances. S'il y a un autre événement, par exemple, qui concerne Israël, on aura tendance à imaginer qu'il y aura un certain type de stéréotypes plutôt que d'autres. Et cela permettra aussi d'adapter la modération en guidant donc les modérateurs et les autres entités qui sont amenées à modérer des contenus en ligne. Donc, je disais que un même événement peut produire des réactions différentes selon le pays. C'était le cas, encore une fois, pour l'événement concernant Kanye West, où on voit, par exemple, en France, où on a une forte présence de l'idée que les Juifs détiendraient le pouvoir, qui est un peu moins présent au Royaume-Uni, alors qu'au Royaume-Uni, on retrouve surtout l'idée qu'on ne peut pas critiquer les Juifs et qui est au contraire un peu moins présent en France. Donc, on voit qu'il y a la palette de stéréotypes reste à peu près la même, mais la fréquence a tendance à varier, surtout pour certains stéréotypes. Et pour faire la transition avec la présentation plus détaillée d'Alexis, donc on publie tous les 6 mois un rapport de discours où on présente nos analyses qualitatives pour montrer à un public qui est à la fois académique, mais pas seulement, comment on peut analyser ces contenus en ligne. Et donc, c'est sur le 5e rapport que va porter la présentation d'Alexis. Merci Laura. Merci Laura pour cette introduction. Donc, je vais enchaîner avec 2 parties. Donc, la première partie qui sera un tout petit peu plus technique, je préfère vous prévenir un peu à l'avance, va porter donc sur la dimension de détection automatique de l'antisémitisme en ligne. Et ensuite, il y aura une autre section qui sera une analyse qualitative de 2 corpus qu'on a analysés avec un intervalle de 2 ans, donc 2020, disons la condamnation de Dieudonné et son bannissement sur les réseaux sociaux, et en 2022, disons ce qu'on pourrait appeler l'affaire Kanye West, parce qu'il y a des similarités évidentes. Et donc, on peut construire des parallélismes, mais aussi, disons, des contrastes. Je vais à mon tour partager mon écran parce que, à mon avis, ça va donner un peu de clarté à mon exposé. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, tout à fait, oui. Ok, d'accord. Donc, le 5e Discourse Report a une spécificité, c'est que pour la première fois, on va aller dans les détails de qu'est-ce que ça veut dire réaliser une détection automatique du discours antisémite en ligne. Je tiens à préciser que je n'ai pas, disons, de formation en humanité numérique et ce travail ne m'appartient pas. C'est celui de nos collègues de la Hochschule für Technik und Wirtschaft de Berlin, donc Elena Mihalevich et son équipe. Mais s'il y a des erreurs dans la présentation, elles m'appartiennent. J'ai essayé de synthétiser au mieux un travail qui est d'une incroyable complexité et vraiment très, très détaillé. Donc, la structure de nos jeux de données est la suivante. Nous avons des données brutes
qui sont ensuite annotées. Et ces données annotées sont utilisées à la fois pour un processus d'apprentissage automatique par des modèles linguistiques, par une intelligence artificielle, et aussi pour l'analyse qualitative. Donc, il y a ces deux branches du projet, là. Ils ont deux volets. Et là, on va parler de ce processus d'apprentissage automatique qui a pour but principal de faire une modération de contenu sur diverses plateformes de type Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, pourquoi pas donc. Et quel est l'état des lieux sur la modération de contenu pour les discours de haine? L'outil le plus performant qui existe à ce moment-là et qui est appliqué à large échelle par plusieurs des GAFAM est un outil qui s'appelle le Perspective API, qui a été développé en 2017, je crois, par l'équipe de Google et Jigsaw, dans le cadre d'un projet plus ample qui s'appelait Conversation AI. Le but, c'était d'identifier les commentaires injurieux ou les propos toxiques qui pouvaient donc polluer la conversation en ligne et faire que des utilisateurs pouvaient quitter la plateforme. C'est ça l'objectif. Donc, réduire la toxicité qui était définie de façon assez générale, pas seulement comme les discours de haine du point de vue de la littérature spécialité, mais tout ce qui pourrait faire fuir des utilisateurs ou les offenser. Et donc, ce Perspective API va attribuer des scores de 0 à 1 aux attributs suivants. Donc, la toxicité, qui est définie comme insulte, langage grossier, attaque portant sur l'identité, menaces ou propos à caractère sexuel. Ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est les attaques portant sur l'identité, que l'on va définir comme tout type de toxicité liée explicitement ou non implicitement à une certaine identité. Par exemple, le fait d'être juif, ou noir, ou arabe, ou homosexuel. Voilà, tout ce qui a une protected characteristic. Alors que, par exemple, les autres, c'est assez vague. Une insulte, ça peut être contre n'importe quel utilisateur. Une insulte portant sur l'identité, c'est une insulte liée au statut, par exemple, de juif. Et donc, ce que nos collègues ont fait, c'est tout d'abord utiliser les données qu'on a annotées pour voir si ce fameux Perspective API est efficace pour identifier l'antisémitisme en ligne. Est-ce que c'est un outil approprié? Et on voit ici dans ce graphique qui peut paraître un tout petit peu difficile d'accès au premier abord. On a là donc le score de toxicité donné par Perspective. Et ici, nous avons disons les commentaires que nous avons classés comme non antisémites en bleu et en orange les commentaires classés comme antisémites. Et la figure géométrique représente la majorité des commentaires. Donc, on voit par exemple qu'en ce qui concerne la toxicité, les commentaires antisémites sont juste un tout petit peu plus toxiques que ceux classés comme non antisémites. Et en général, ils se situent en dessous de 0,5 de toxicité, qui est en général le seuil pour qu'un commentaire soit considéré comme toxique. Même chose avec la toxicité extrême qui prend les commentaires les plus extrêmes, disons, qui montrent des signes de toxicité. Là aussi, on voit que la majorité des commentaires, même antisémites, sont toujours sous le seuil de toxicité. Ils sont un peu plus toxiques que les commentaires non antisémites, les bleus, mais ils restent donc en dessous du seuil de 5 dans leur majorité. Le seul indicateur qui est un tout petit peu plus adapté de l'API, c'est les attaques sur l'identité, bien sûr, où on voit que les commentaires antisémites, voilà, ils se situent en général entre 0,4 et 0,8. Donc là, on dépasse parfois le seuil de toxicité établi par Perspective. Alors, on s'est posé la question, pourquoi c'est justement les attaques sur l'identité? Est-ce que cela pose problème? Est-ce que cela ne va pas forcer les résultats? Parce qu'en fait, il y a une corrélation entre le score d'attaque sur l'identité et la présence de certains mots-clés. Et donc, ici, chaque point représente un commentaire ou un cluster de commentaires. On voit que lorsqu'on a des mots-clés qui sont liés à l'identité, par exemple juif, judaïsme, il y a
systématiquement plus d'attaques sur l'identité qui sont identifiées, même quand les commentaires ne sont pas considérés comme antisémites par nous, donc par disons, les classificateurs humains. Ce qui veut dire que des commentaires qui ne sont pas antisémites, mais qui ont un mot-clé, par exemple juif, vont être assez souvent considérés comme des attaques sur l'identité par Perspective API, ce qui n'est pas bien. Parce qu'on peut dire, par exemple, les juifs sont un peuple comme tous les autres. Ce commentaire, qui est parfaitement anodin, risque d'être considéré comme une attaque sur l'identité à cause du mot-clé juif. Et c'est évidemment, donc là, vous allez voir que donc, les textes, à nouveau, les textes où il y a des mots-clés liés à l'identité, par exemple juif, sont beaucoup plus susceptibles d'être considérés comme des attaques sur l'identité. À nouveau, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, cela met en exergue les limites des outils actuels de modération, parce que cela, surtout, disons, donc, Perspective API, qui est un peu une technologie de pointe, même cela, met un accent excessif sur les mots-clés relatifs à l'identité. Or, même si cela peut marcher pour certaines insultes, l'antisémitisme est une forme de haine qui est particulièrement insidieuse parce qu'elle est très bien encodée. Encodée veut dire qu'elle est cachée par un lexique qui n'est pas forcément indicateur d'une haine ouverte. Et je crois que l'antisémitisme est un cas assez particulier et que c'est vraiment le type de discours de haine qui est le plus implicite, le mieux encodé, à la fois pour des raisons exogènes. Par exemple, il y a une très forte tabouisation sociale et une conscience de cette tabouisation. Par exemple, vous vous souvenez tous du fameux entretien du général de Lavarde qui disait la communauté que vous connaissez bien. Il y a chez les antisémites, chez Dieudonné, chez Soral aussi, ce désir en fait de ne jamais nommer les juifs. Dans nos commentaires, on voit souvent la communauté que l'on ne peut pas nommer. Voilà, ce genre de formule qui montre que les antisémites ont une très forte conscience du fait qu'il ne faut pas utiliser des mots-clés. Ce qui veut dire qu'ils échappent complètement au type de modération que préconisent les outils de type Perspective API. Mais il y a à la fois des raisons, disons, internes, de la structure interne du discours antisémite, qui font que ces mots-clés ne sont pas tellement centraux. Par exemple, l'antisémitisme est moins une forme de mépris ouvert, une insulte raciale, mais plutôt une forme assez sophistiquée de récit complotiste, disons, de critique, soi-disant anti-système, qui font que dans le discours antisémite en soi, les insultes raciales très explicites, par exemple le N-word pour la négrophobie aux États-Unis, voilà, ne sont pas tellement importants dans l'économie générale du discours antisémite. On peut être antisémite et ne jamais utiliser d'insultes raciales contre les Juifs, mais utiliser disons, des mots-clés détournés, par exemple Rothschild. Voilà, c'est quelque chose qui est assez spécifique à l'antisémitisme, par rapport à des formes, disons, de racisme comme voilà, la négrophobie qui s'exprime de façon souvent très primaire avec beaucoup d'insultes, voilà, ou disons, l'homophobie qui est vraiment basée sur énormément d'insultes. C'est facile à détecter. L'antisémitisme, lui, c'est une structure, une économie de discours qui est fondée sur cet encodage très sophistiqué. Il y a aussi beaucoup de contre-discours qui utilisent des mots-clés relatifs à l'identité juive et qui donc peuvent être faussement classifiés comme antisémites. Voilà, donc du coup, Perspective API, c'est assez mitigé. Et alors, du coup, quelle est la solution? Comment on peut dépasser ces limites? Donc, l'équipe de notre collègue Elena a eu recours à des modèles d'apprentissage profond, plus sophistiqués de pointe, des modèles qu'on appelle des transformers ou des modèles auto-attentifs. Et notre projet a utilisé plusieurs modèles pré-entraînés, ce qui veut dire qu'ils sont déjà disponibles, ils ont déjà une structure ils ont été entraînés par les ingénieurs qui les ont développés, basé sur le modèle BERT, développé par Google en 2018. Et ce modèle, ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il permet d'apprendre un texte, disons,
des mots et de prendre en compte tout le contexte d'un mot, à la fois ce qui est à la gauche du mot, à la droite du mot. Donc vraiment, il apprend, disons, du langage naturel de façon contextualisée, ce qui est très, très difficile pour une intelligence artificielle. Voilà, donc c'est, à notre avis, le meilleur modèle pour travailler sur un discours aussi implicite et aussi codé que l'antisémitisme, qui est beaucoup fondé sur le contexte, sur l'environnement d'un mot-clé. Et nous avons 2 jeux de données. Donc, commentaire antisémite sera la classe 1, commentaire non antisémite. Et donc, pour chaque jeu de données, il y a une répartition entre les données qui sont d'apprentissage du modèle. Donc, on les donne au logiciel d'apprentissage profond pour qu'il travaille dessus, qu'il les prenne comme modèle. Ensuite, on a un jeu de validation. Et ensuite, pour le modèle le plus performant, on a un test pour voir si on peut répliquer encore une fois les résultats. Et là, je vais vous donner quelques éléments de langage qui sont importants pour comprendre le tableau qui va suivre. Il y a donc plusieurs trucs à retenir. Le premier, c'est le recall ou le rappel. Le rappel, c'est le pourcentage de positifs bien prédits par notre modèle sur l'ensemble des positifs. Par exemple, on a 100 commentaires antisémites. Un taux de recall de 50 veut dire que 50 commentaires sur les 100 ont été correctement identifiés comme antisémites par le modèle linguistique. Donc, et ensuite, il y a la précision qui prend en compte un autre indicateur crucial, donc le taux de faux positifs, donc de commentaires non antisémites qui sont incorrectement identifiés comme antisémites. Par exemple, le cas qu'on avait dit, par exemple, voilà, quelqu'un dit Israël a commis des crimes de guerre. C'est un commentaire non antisémite, une critique de l'État d'Israël. Mais comme il y a le mot-clé Israël, il y a le risque qu'il soit considéré comme antisémite. Donc ça, ce serait un faux positif, commentaire non antisémite classé comme antisémite. Et moins il y a de faux positifs, plus le modèle est précis. Donc en conclusion, si le recall est élevé, le modèle est performant pour ne pas rater des commentaires antisémites. Mais s'il considérait tous les commentaires comme antisémites, il aurait un recall de 100%. Mais quand même, ce ne serait pas un modèle performant parce qu'il y a aussi la précision. Et si la précision est élevée, le modèle est performant pour ne pas classifier incorrectement des commentaires non antisémites comme étant antisémites. Donc, il faut trouver un équilibre toujours entre le taux de recall et le taux de précision. Et c'est là qu'on arrive avec un indicateur général qui est le F-score, qui donc va mesurer les deux et faire une sorte de somme. Il y a donc, voilà les résultats de notre meilleur modèle. Donc, parmi tous les modèles testés par Elena, il y a eu un qui était, disons, qui a performé le mieux et on a là son F-score. Pour les commentaires antisémites, donc class 1, 65% des commentaires antisémites ont été correctement prédits comme tels par le modèle. Ce qui peut paraître pas forcément impressionnant, mais par rapport à la majorité des résultats obtenus par d'autres équipes, d'autres projets de recherche, ça reste assez très satisfaisant. Et par contre, parmi les commentaires non antisémites, on a un recall de 97%, ce qui est vraiment excellent. Ça veut dire que le modèle, pour l'instant, il est très doué pour dire qu'un commentaire n'est pas antisémite. Il est relativement doué pour dire qu'un commentaire est antisémite. Donc, ce qu'il faut améliorer, tout d'abord, c'est qu'on a une assez bonne précision. Le rappel sur les commentaires antisémites peut être amélioré. À nouveau, c'est très satisfaisant, mais avec plus de données annotées par nous, on peut améliorer le taux de rappel. On peut également, donc, à partir de ces données, mieux comprendre le modèle avec plus de données, ce qui veut dire plus, disons, une richesse de langage naturel, qui veut dire que plus il y a de cas différents d'antisémitisme, plus de stéréotypes sont rencontrés par le modèle, il sera capable de les reconnaître vers d'autres triggers. Et ensuite, à nouveau, donc,
L'idée, c'est qu'il nous faut plus de jeux de données d'apprentissage. Et ça, c'est ce qu'on fait encore. Maintenant, si vous voulez avoir plus de détails vraiment, et je crois que Elena l'explique très bien dans son chapitre, on vous invite très chaleureusement à consulter le 5e rapport d'analyse, qui a plus de graphiques, qui, à mon avis, explique de façon très pertinente, très claire, comment ça fonctionne. Donc, c'est à la fois une très bonne introduction dans cet univers foisonnant disons, des humanités numériques appliquées à la détection et à la lutte contre les discours de haine. Voilà. Je crois que l'on peut enchaîner sur donc, la partie qualitative, puisque je suis en discussion très, très dense sur ces questions techniques. Heureusement, l'analyse qualitative va offrir un certain répit. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, tout à fait. Hein. Merci. OK. Donc, pour cette partie qualitative, pour vous montrer un peu comment on travaille de façon qualitative avec nos données, on a décidé de faire une analyse comparative et contrastive entre deux événements, deux triggers. Le corpus du données de 2020 qui inclut les réactions des utilisateurs, disons, des internautes au deplatforming de du données sur plusieurs réseaux sociaux très en vue, et l'affaire Kanye West d'il y a quelques mois. Et le thème qui nous a intéressé, qui a rendu pertinente ce parallélisme, c'est le rôle des influenceurs comme passeurs culturels d'un code antisémite entre des discours qui étaient auparavant à la périphérie, disons, de l'espace public, des discours extrémistes, radicalisés, qui n'étaient pas vraiment visibles dans le mainstream, et qui, grâce à ces influenceurs, ils passent cette frontière qui est éminemment poreuse entre la périphérie et le centre, et se retrouvent donc dans le mainstream. À la fois Dieudonné et Kanye West peuvent être considérés comme des influenceurs. L'un est un humoriste qui avait déjà une audience lorsqu'il a commencé sa dérive antisémite. L'autre est un rappeur et l'une des personnalités probablement les plus connues au monde. On l'a dit souvent, mais le nombre de followers sur Twitter de Kanye West est plus important que le nombre de personnes juives au monde. Ça montre vraiment, disons, la taille de ces influenceurs et quelle audience ils peuvent potentiellement atteindre avec leurs propos. Le corpus du données comprend 1500 commentaires utilisateurs sur plusieurs médias, sur plusieurs comptes Facebook, YouTube et Twitter de médias mainstream comme Le Monde, Le Figaro, Libération, tout ça. Il y a, sur ce corpus, nous avons trouvé 22% de commentaires antisémites. Sur le corpus Kanye West, 2 ans plus tard, nous avons 2000 commentaires utilisateurs, les mêmes médias, le même type de, disons, les comptes Facebook, Twitter, il n'y avait pas YouTube cette fois-ci, et nous avons 14% de commentaires antisémites. Donc, ce n'est pas la majorité, mais c'est une minorité relativement consistante de commentaires.
quels sont les stéréotypes et les topoi les plus récurrents dans les deux corpus? Parce qu'on voit qu'il y a vraiment un parallélisme entre le type de discours et de topoi qui sont utilisés par les utilisateurs pour justifier leur soutien à Kanye West ou à Dieudonné. Le premier, qui est présent dans environ 30% des commentaires antisémites, est celui de la censure ou du tabou de la critique. Donc, c'est l'idée qu'on ne peut plus rien dire. Vous connaissez toute cette expression, disons, de devenir un peu à l'ucomane du discours antisystème, la cancel culture, tout ça. Appliqué spécifiquement à l'antisémitisme, cette idée que l'antisémitisme est devenu un discours banni de l'espace public. Pourquoi? Bien sûr, parce qu'il y a l'intérêt des puissants, donc des juifs, que ce discours soit constamment invisibilisé. Bien sûr, le topos de la censure se greffe sur un thème de l'antisémitisme qui est très ancien, celui du pouvoir juif. Pour pouvoir imposer ce tabou de la critique, les juifs doivent avoir du pouvoir. Donc, il y a une sorte de rapport dialogique entre le topos du tabou de la critique et le topos du pouvoir juif. Là, vous avez quelques exemples de commentaires. Non, désolé. De commentaires qui utilisent le topos de la censure. Vous voyez qu'il y a pas mal de références tout d'abord à un discours antitotalitaire. C'est intéressant, ces discours mainstream essayent d'être consensuels. Il y a une volonté de réunir au lieu d'être très clivant. Donc, il n'y a pas d'insulte de discours qui pourraient être considérés comme clivants, mais plutôt des éléments qui essaient de construire un consensus. Par exemple, le thème de la liberté d'expression, il fait partie de notre, disons, du canon libéral. Il va toujours faire consensus. Donc, on va essayer d'utiliser cette idée de mais la liberté d'expression de Dieudonné et de Kanye West, qu'est-ce qu'on en fait? Ce thème de la bien-pensance, donc de l'antipolitiquement correct. On a des références à Orwell, le ministère de la vérité, cette idée que la France devient une dictature. Donc, des thèmes qui sont à la fois assez subtils et qui essayent de construire un discours consensuel. Dans cette tentative de construire artificiellement le consensus, on peut même mobiliser des références comme par exemple, disons Orwell, on l'a vu, mais même Voltaire. Regardez cette citation, soi-disant une citation de Voltaire. Tout le monde est Voltaire, tout le monde est d'accord que Voltaire est un grand penseur français. Donc, si lui l'a dit, il ne peut pas avoir tort. Donc, il y a un utilisateur qui met ici cette citation de Voltaire, qui est bien sûr, qui va complètement dans le sens d'une vision du monde antisémite. On ne peut pas critiquer, on ne peut pas être antisémite, ce qui veut dire les juifs ont du pouvoir. Eh bien, cette citation, elle est apocryphe, elle est fausse. En fait, ce n'est pas Voltaire qui l'a dit. C'est un néo-nazi américain qui s'appelait Alfred Strom qui a dit cette citation. Seulement que si c'est un néo-nazi, ce n'est pas consensuel, alors que Voltaire, c'est consensuel. Donc, disons, le mécanisme de création, disons, du consensus pour le discours antisémite passe parfois par la falsification pure et simple d'une citation pour la coller au nom, disons, de Voltaire. Toujours dans cet univers, disons, cette économie symbolique d'une construction du consensus autour de ce thème de la liberté d'expression, de la censure, il y a le topos des deux poids, deux mesures. Parce qu'à nouveau, personne n'aime l'hypocrisie. Donc, pour décrédibiliser le discours, disons, la lutte contre l'antisémitisme, on essaie de l'accuser d'hypocrisie et que d'autres racistes passent inaperçus, par exemple. Donc, pourquoi on se concentre sur l'antisémitisme alors que d'autres types de racisme ne font pas l'objet du même effort? Souvent, c'est lié avec soit l'islamophobie, soit l'esclavage et le racisme anti-noir. Mais à nouveau, au lieu d'essayer de combattre les racismes et de faire un front commun contre le racisme, cette idée, puisqu'il y a du racisme anti-noir, puisqu'il y a de l'islamophobie, puisqu'il y a des gens comme Zemmour qui, eux, sont tolérés dans l'espace public, pourquoi l'antisémitisme, lui, n'est pas toléré? Et la réponse, on l'a dans un commentaire, parce que c'est un crime de lèse-majesté. À nouveau, on revient
au thème des Juifs, du pouvoir juif. C'est un crime de lèse-majesté contre qui? Contre cette aristocratie juive. Donc, à nouveau, c'est un thème qui, au premier abord, peut paraître assez anodin, même non antisémite. On se dit, mais oui, évidemment, il y a du racisme, il y a Zemmour, mais on voit que lorsqu'on analyse avec un peu plus d'attention le mécanisme derrière ce type de topos, on revient toujours à ce méta-récit du pouvoir juif, qui est finalement le fondement de l'antisémitisme, du discours antisémite. Au-delà de ces topos conceptuels, il y a aussi les spécificités sémiotiques du langage antisémite, du langage codé antisémite, et il y a ce qu'on appelle les sifflets pour chiens, les dog whistles, qui sont des éléments de langage qui ne sont pas immédiatement détectables par quelqu'un qui n'a pas une formation, une certaine connaissance du contexte. C'est pour ça que j'appelle ça la grammaire secrète de l'antisémitisme. Ça permet aux initiés de se retrouver, mais souvent, aux non-initiés, ils n'y voient que du feu. Et parmi les non-initiés, il y a bien sûr les modérateurs, qui du coup ne peuvent pas supprimer ou détecter ces contenus. En France, les éléments les plus utilisés de cette grammaire secrète, on les doit au fameux Dieudonné, qui a vraiment créé ce que j'appelle un Dieudo-speak. Donc, toute une série de références qui peuvent paraître assez anodines, mais qui, lorsqu'on connaît le discours du Dieudonné, ont été reprises constamment par les autres utilisateurs. Voilà. Et l'un des thèmes les plus récurrents, c'est, disons, cette expression, la syntagme « au-dessus, c'est le soleil », utilisée par Dieudonné avec un signe spécifique. En général, c'est un pouce et le soleil, qui veut dire qu'en fait, au-dessus des Juifs, il n'y a personne, c'est le soleil. À nouveau, on retrouve le thème du pouvoir juif. Ils sont tout en haut de la pyramide. Cela est manifesté souvent avec un emoji de soleil et un doigt. Ce qui veut dire que parfois, un commentaire de ce type-là, il y a zéro chance que, par exemple, Perspective API puisse l'identifier, parce que c'est beaucoup trop codé. Seulement, avec des connaissances contextuelles, on peut réussir à le détecter. Voilà, ici, donc vous voyez tous ces petits emojis de soleil. Voilà, ça c'est le geste de Dieudonné qui est reproduit à l'aide d'emojis et d'émoticônes dans le discours. Toujours dans la sphère du DOSPIC, on a bien sûr la quenelle que vous connaissez, mais la quenelle est très difficile à exprimer dans les commentaires. Mais il y a le thème des Shoah-nanas, qui est évidemment un jeu de mots sur la Shoah, et combien ça coûte, qui en fait est une façon pour Dieudonné de suggérer que pour se faire pardonner pour son antisémitisme, il faut payer. Donc les Juifs et les Israéliens instrumentalisent l'antisémitisme pour se faire de l'argent, l'ancien topos de l'avarice des Juifs et de leur, disons, leur. Donc là, on voit l'emoji ananas, combien ça coûte, qui est décliné sur plusieurs façons, y compris avec la soi-disant réponse qui permet de dissiper tous les doutes. Parce que voilà, donc là, on a le commentaire combien il doit à propos du Dieudonné, donc combien il doit payer aux Juifs pour se faire pardonner et réaccepter dans l'espace public. Et la réponse est il a payé en shekel, la monnaie d'Israël. Donc là, il n'y a plus aucun doute sur le fait que c'est effectivement une référence aux Juifs et à Israël, qui instrumentalise l'antisémitisme. D'autres éléments de langage codé assez notoires, ceux-là ne sont pas spécifiques au contexte français. Il y a les trois parenthèses, ou les échos, on appelle ça, qui suggèrent que la personne nous zone entre les parenthèses est juive. Donc, par exemple, on a Rothschild, on aura les trois parenthèses pour indiquer que Rothschild est juif. Là, il ne contrôle pas toute façon de dire il, c'est les juifs. Donc, à nouveau, façon très subtile et détournée qui est impossible de détecter par les modèles actuels de modération. Et il y a bien sûr la fameuse question qui, que vous connaissez tous probablement, qui maintenant est très utilisée dans l'espace médiatique français
pour articuler de façon codée des théories du complot qui visent les Juifs. Voilà, donc, il y a aussi la question d'antisémitisme qu'on pourrait appeler pop, hein, parce qu'il utilise des références à la pop culture, hein, qui, à nouveau, parfois sont assez largement utilisées, et qui ensuite sont assez abstraites et ne vont pas forcément parler aux chercheurs, aux gens qui travaillent sur l'antisémitisme. On a tout récemment, donc il y a quelques mois, cette référence est apparue, celle aux dragons célestes, qui sont en fait, c'est une référence qui est issue d'un manga assez connu, assez populaire. Et les dragons célestes sont une sorte de caste aristocratique extrêmement cruelle et très puissante dans ce manga, qui sont un peu les grands méchants du manga. Et donc, il y a plusieurs commentaires dans notre corpus, à la fois sur Dieudonné, en fait seulement dans Dieudonné, puisqu'à l'époque de Kanye West, ceci n'existait pas. Donc, on voit comment le discours évolue. En 2 zones, on a déjà des choses complètement nouvelles. Par exemple, la question qui, ou cette référence aux dragons célestes, où on voit très clairement que les dragons célestes sont utilisés pour parler de façon codée des Juifs. Voilà. Et voilà, ce sera tout pour notre analyse qualitative. Évidemment, notre Discourse Report a plus de détails sur le corpus Kanye West. Il y aura également une conférence à Valence à laquelle je vous invite chaleureusement à participer sur l'antisémitisme pop et le parallélisme entre le corpus Dieudonné et Kanye West. Il y a également un article dans une anthologie qui va paraître sous l'égide de notre projet où je vais détailler ces thèmes-là et là, disons, l'impact des influenceurs sur la viralité du discours antisémite. Mais en attendant toutes ces nouvelles parutions, évidemment, nous attendons, moi et Laura, avec grand intérêt vos questions, si vous en avez. Merci beaucoup à vous, à tous les deux. Est-ce qu'il y a des questions? Il faut décocher. J'ai une première question. Donc, vous avez décrit un antisémitisme, un discours antisémite plutôt implicite, disiez-vous, ou encodé. Est-ce que vous évoquez dans votre rapport une logique d'euphémisation, vous voyez, qui estomperait les contenus ou les expressions à caractère antisémite, auquel cas nous aurions le paradoxe d'une forme idéologique, mais dans un langage euphémisé? Je peux commencer, ensuite Laura, si tu veux enchaîner sur ce thème. Tout à fait, je trouve que c'est exactement ce qu'on assiste dans le cas de l'antisémitisme depuis déjà peut-être une dizaine d'années. Je crois qu'à la fois, cette prise de conscience par les entrepreneurs idéologiques de l'antisémitisme du risque social auquel ils s'exposent, en fait, a fait qu'au tout début, ils essayaient d'éviter cette marginalisation. Donc, c'était vraiment quelque chose de stratégique d'euphémiser leur discours. Mais on remarque de plus en plus qu'ils s'approprient en fait cette euphémisation. Il y a presque un jeu avec la société, disons, mainstream. Par exemple, lorsque Delavarre parlait de la communauté que nous connaissons tous, mais refusait avec obstination de la nommer, disons, on était moins dans l'euphémisation que dans la provocation. Donc, cette euphémisation devient une provocation en soi, ce refus, en fait, quasi ironique de nommer ce que tout le monde comprend. Donc, en fait, c'est tout à fait une idéologie de ne pas nommer parce qu'on ne pas nommant, en ayant recours à ce genre de détour complètement probable du type la communauté que je ne peux pas nommer sous peine de me retrouver en prison. Là, on a vu des trucs comme ça. Des gens qui faisaient un commentaire de 4 lignes pour dire en fait je ne peux pas nommer les Juifs. C'est une façon d'attirer l'attention sur leur victimisation par le système. Donc, en fait, l'euphémisation était au début vraiment stratégique. Éviter, disons, des répercussions,
Mais avec le temps, elle semble devenir en fait partie prenante, disons, d'une posture victimaire de l'antisémitisme. Alors, elle est surjouée. On voit qu'il surjoue la victimisation, l'euphémisation pour bien montrer à tout le monde comme ils sont persécutés et comme leur liberté d'expression est, disons, à ce point bridée qu'ils doivent constamment faire attention à ce qu'ils disent. Donc, à mon avis, c'est assez délibéré et assez idéologique, cette surenchère de l'euphémisation. Et du coup, on voit le glissement assez facile de ce discours avec le registre de l'humour, parce que l'humour est fondé aussi sur un implicite partagé au sein d'un univers culturel. Donc là, l'idéologie, et je pense au cas de Dieudonné, qui peut toujours alléguer de pratiquer en fait une forme d'ironie ou d'humour, hein, précisément en mobilisant cet implicite et cette euphémisation. Tout à fait, non, c'est tout à fait pertinent comme remarque. Aussi, l'humour participe à la création d'une communauté déviante. Il y a un très bon article de Serge Proust sur Dieudonné, les communautés déviantes, et comment en fait la conscience d'une certaine déviation par rapport à la norme du discours socially acceptable va créer du lien communautaire. On le voit bien dans les commentaires, à nouveau. Ces commentaires, c'est vraiment un petit trésor parce qu'on voit aussi comment se créent des rapports de complicité, de connivence entre plusieurs utilisateurs qui se moquent en fait de commentaires qui ne sont pas compris par les autres. Et c'est souvent utiliser l'humour. Parce que l'humour est vraiment un outil de construction d'une communauté, d'un sens de lien communautaire. Et comme le rappelait Serge Proust dans cet article, l'antisémitisme est aussi une stratégie de construction d'une communauté. Une communauté, certes, qui s'autodéfinit et s'autoproclame comme déviante par son anti-système. Et donc, l'humour fait partie de cette stratégie. À nouveau, c'est une économie symbolique du discours antisémite. C'est vraiment une très belle place à l'humour, mais aussi à des stratégies comme le trolling, par exemple. On le voit très bien aux États-Unis, où vraiment avec l'alt-right et cette obsession pour le même, disons, il y a une culture du trolling qui va de pair avec l'antisémitisme. Il y a même des auteurs qui ont théorisé le rapport entre l'antisémitisme et cette culture du trolling. Par exemple, le site néo-nazi Daily Stormer. Il y a vraiment dans ce site des vrais essais théoriques sur comment le vrai antisémite est par nature un troll et le vrai troll ne peut être qu'antisémite. Est-ce qu'on ne peut pas parler aussi de stratégie de diversion par l'humour, par ces émoticônes, etc. Je ne sais pas si... À mon avis, oui, tout à fait. Il y a à la fois diversion parce que plus on va s'appesantir sur le côté un peu outrancier, moins on va parler du fond du problème. Hein. Donc, il y a aussi un désir, disons, de détourner toujours plus le discours. Hein. C'est ce que Ruth Wodak appelait le perpetuum mobile. Elle ne parlait pas forcément de l'antisémitisme, elle parlait, disons, de l'extrême droite du populisme, ce désir toujours, en fait, de changer l'horizon du discours pour ne pas parler du problème initial qui est-ce que la personne est antisémite ou pas, mais de détourner l'attention vers autre chose. En général, ça va du côté de la liberté d'expression. Et je peux juste, faire un lien à propos de l'euphémisation de l'implicite. Avant de travailler pour ce projet-là, j'avais travaillé sur les discours anti-migrants et c'était flagrant la différence entre les discours anti-migrants où c'était les appels à la mort, par exemple, j'avais analysé les commentaires, toujours le même type de corpus, les réactions à la crise en Italie sur l'Aquarius et les gens qui espéraient qu'il y aurait un deuxième Titanic, qu'ils coulent tous. Enfin, c'était vraiment très direct et très explicite. Et même malgré ça, après des années, on trouvait ces commentaires étaient toujours en ligne. Donc, pour des messages antisémites implicites, comme on vient de le dire, je pense que la détection automatique, c'est encore plus compliqué.
Ce qui, d'un côté, nous permet à nous, un notateur humain, d'avoir un rôle essentiel pour l'instant. Moi, j'avais deux questions rapides, vraiment. La première, est-ce que vous avez trouvé une continuité dans l'analyse qualitative avec la réflexion de Klemperer sur la langue du Troisième Reich ou pas? Si vous êtes occupé de ça. Moi, personnellement, non. Je ne sais pas, Alexis, si toi, tu as... Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, répéter la question? Oui, si dans l'analyse qualitative en fait, des discours, donc du lexique utilisé, des modalités du langage, vous avez trouvé des continuités ou des analogies ou des réflexions qui pouvaient aller avec le texte de Victor Klemperer sur la langue du Troisième Reich? Ah oui, d'accord. Donc, si le discours nazi, en fait, des éléments de langage nazi ont survécu jusqu'à Par aujourd'hui. exemple, où ils se sont transformés, où ils ont pris une autre forme. Je crois que, de point de vue structurel, disons, dans les structures profondes de l'antisémitisme, nous avons le même topos dominant du pouvoir juif et de la conspiration, hein, qui reste très présent. Maintenant, au niveau plus superficiel, hein, ce processus d'euphémisation n'a fait que beaucoup, disons, de ce langage nazi extrêmement cru et explicite, hein, s'est retrouvé poussé vers les extrêmes. Et même dans les discours extrémistes, parce qu'avant de travailler sur le mainstream, j'ai beaucoup travaillé sur des sites, disons, néo-nazis, la mouvance néo-nazie, par exemple, Daily Storm, Stormfront, ou en France, l'égalité, réconciliation, tout ça. Même là, c'est, disons, disons, de façon assez superficielle à nouveau, parce que les structures profondes, elles sont restées, à mon avis, assez stables, hein. Ce qui faisait la particularité du discours nazi, donc la crudité du langage, on ne retrouve plus ça. Et aussi, il y a un déplacement, beaucoup des thèmes, surtout vers plusieurs pôles du discours antisémite qui n'étaient pas présents à l'époque du nazisme. Par exemple, Israël, bien sûr, hein. Cette idée de tabou de la critique, donc de liberté d'expression, d'une presse muselée à nouveau, qui est un peu différent de l'idée que ça revient un peu à l'idée que les Juifs contrôlent la presse, mais il y a cette couche ajoutée d'une liberté d'expression, qui évidemment ne faisait pas partie disons, de l'imaginaire nazi, mais elle fait part de l'imaginaire libéral. Donc il y a cette tentative de récupérer le consensus libéral et de vraiment mettre le paquet sur cette idée de la liberté d'expression qui est bafouée par toutes les lois qui combattent l'antisémitisme. Il y a aussi évidemment le thème du déni de la Shoah, tout ce qui est négationnisme. Donc, à mon avis, les trois pôles du discours antisémite, vraiment ceux qui vont créer des clusters de discours antisémites, c'est vraiment ça. C'est Israël, le négationnisme et tous ces thèmes de liberté d'expression, censure. Évidemment, ces trois pôles ne faisaient pas partie de l'économie symbolique du discours nazi parce que ce n'était pas d'actualité. Ce qui fait qu'il y a vraiment, à mon avis, un grand changement. On peut lire Die Stürmer et lire Égalité et réconciliation aujourd'hui ou a fortiori des commentaires mainstream et ne pas voir beaucoup de points communs. Du moins, c'est mon impression qui est assez limitée. À mon avis, il y a sûrement d'autres angles qui permettent de faire ressortir des parallélismes. Par contre, ce qu'il ne faut pas, à mon avis, oublier, c'est qu'en dehors de ces changements superficiels du discours antisémite, les structures latentes, le topos, disons, les méta-récits de l'antisémitisme du type les Juifs ont le pouvoir, les Juifs contrôlent la société, là on remarque une assez affligeante stabilité depuis l'ère nazie, je dirais même depuis, disons, bien avant les nazis, depuis disons, les discours antisémites, antimaçonniques de l'abbé Baruel et tout ça. Donc. Merci beaucoup. Et une deuxième question, mais vraiment, je ne sais pas si vous connaissez la théorie des discours d'un psychanalyste français qui s'appelle Jacques Lacan.
et qui introduit donc cette théorie des 4 discours auxquels il en a ajouté un 5e. Et je me demande depuis quelques conférences qu'on a eues ici au RRA si effectivement ce n'était pas le moment d'en ajouter ou d'en imaginer ou d'en théoriser effectivement un autre qui serait justement ce discours spécifique de la haine, et, voilà, spécifique à l'antisémitisme. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez réfléchi sur ça, si vraiment il y a quelque chose de structurel qui va se former ou pas. Mais Filippo, tu peux me rappeler les 4 discours selon Lacan? Oui, c'était le discours de l'analyste de l'hystérique, du maître et de l'universitaire, auquel il a ajouté après le 5e, celui du capitaliste. D'accord. Et comme les discours sont considérés non seulement comme des façons de parler, mais comme des liens sociaux, c'est-à-dire des modalités par lesquelles les êtres humains construisent des rapports, donc des liens sociaux, et donc organisent les affects, l'échange de pouvoir, de savoir, etc. Je me demandais effectivement si, comme ce rapport est très consistant et très profond et vraiment un document, comment dire, très précieux. Donc, Laura, si tu veux. Non, tu peux commencer, je Je peux dois continuer avouer après. que je connais assez mal les théories de Jacques Lacan et du lacanisme en général. C'est peut-être aussi à cause de ma formation universitaire qui est plutôt roumaine et le lacanisme n'est pas vraiment parvenu encore en Europe de l'Est, ou allemande aussi, disons, dernièrement, où Lacan est assez peu connu. Je n'ai jamais entendu parler de lui dans l'espace allemand. Voilà, donc il y a très peu de références au lacanisme à l'intérieur de cette sphère des anti-Semitic studies en Allemagne. Mais je trouve que c'est une piste assez pertinente, aussi parce que, voilà, je crois effectivement aussi que l'antisémitisme, le discours de haine, est une structure stable de l'imaginaire, disons de l'imaginaire social. Et même si parfois, disons, ce discours peut paraître assez, a été un peu marginalisé, heureusement, on voit qu'il y a un refoulé qui ressort. Donc, effectivement, je trouve qu'on est plus que devant une simple, disons, un simple mépris pour un autre, disons, spécifique, mais devant vraiment une façon de structurer l'univers social. Alors, peut-être que je dirais que c'est moins l'antisémitisme et la haine qui pourraient constituer un 5e type de discours, mais plutôt peut-être disons, le discours du complotiste. Parce que l'antisémitisme, finalement, est dans sa très grande majorité un complotisme. C'est une certaine forme de complotisme. Et je pense que derrière la plupart du discours antisémite, il y a un discours complotiste, cette recherche d'un récit alternatif. Et alors, le discours du complotiste, cette idée qu'on a vu évidemment aussi beaucoup avec le Covid, tout ça, il y a vraiment un besoin et une façon de structurer, comme on avait dit, le lien social via le discours complotiste. On crée des communautés, on crée un lien social via cette idée que nous sommes une petite minorité de gens qui savent par rapport aux moutons qui ne savent pas. Donc, il y a là quelque chose, disons, qui, à mon avis, se greffe sur un mécanisme psychologico-linguistique assez fondamental. Maintenant, je devrais un peu lire Lacan pour voir dans quelle mesure cela, disons, marche avec ses propres archétypes. Mais je trouve qu'on a dans le complotisme qui débouche beaucoup, très souvent sur l'antisémitisme, effectivement, quelque chose d'assez fondamental dans la psychologie sociale. Ce qui le rapprocherait, ce qui le rapprocherait effectivement un peu au discours universitaire, justement pour le positionnement du savoir. Je crois qu'effectivement, si on devait ajouter un discours aux 4 discours, ça serait plutôt le discours complotiste que le discours de haine. Tout à fait d'accord. Parce qu'il y a des points communs entre différents types de discours de haine, comme l'altérité, la distinction entre le groupe d'appartenance et l'autre. Mais après, entre différents types de discours de haine, il y a des différences comme celui entre le discours anti-migrant qui est explicite, le discours antisémite qui se base beaucoup sur des stéréotypes. Donc, il y a des différences qui seraient spécifiques à chaque discours de haine et qui passeraient de côté si on voulait essayer de
d'homogénéiser ce discours de haine, je pense. Merci. Et je voudrais juste rajouter sur cette idée de savoir. Et effectivement, c'est une très bonne remarque. Le savoir est assez central à toute l'économie symbolique du discours antisémite. Et nous avons un autre corpus qu'on n'a pas évoqué là, qui était couvert lors de notre 4e analyse, rapport d'analyse, qui était sur, vous vous souvenez le commentaire de Sergei Lavrov sur Hitler était juif. Donc, nous avons analysé les réactions des internautes à ce type à la remarque de Lavrov. Nous avons énormément de discours qui étaient d'une nature épistémologique et portés sur le savoir. Donc, cette idée, ah oui, mais une idée de comment on peut justifier d'une façon, de point de vue presque d'une théorie épistémologique, cette théorie antisémite. Et il y avait voilà, les références à l'autorité, il y avait toute une série de mécanismes par lesquels les utilisateurs essayaient donc d'avoir d'obtenir une sorte d'hégémonie épistémologique sur les autres utilisateurs. Il y en avait même qui disaient, oui, mais c'est un juif lui-même qui m'a dit ça. Donc, il y avait toute cette idée, toute une série, un répertoire entier de stratégies pour fixer leur dominance épistémologique par rapport à ceux qui ne croyaient pas aux théories du complot. Donc, effectivement, il y a une épistémologie de l'antisémitisme qui est très particulière. Vous envisagez de publier votre travail? Je sais que vous... Oui. Dans le cadre du projet, vous voulez dire ou... Dans le cadre d'une publication éditoriale. Et pas une publication, vous le faites évidemment sur votre propre site et vous publiez des rapports qui sont des véritables rapports en fait. Il y en a 5, je crois. Voilà. Mais est-ce que vous comptez le publier en livre? Alors, on est en train de... On est Alexis dans le comité d'édition de la publication du guide d'annotation. Donc, il pourra le présenter. Et moi, je fais partie du comité d'édition pour une anthologie où on regroupe différents... Comme je disais au début, on est une équipe interdisciplinaire. Donc, chacun a une approche différente et chacun de nous publiera un article sur des sous-thématiques. D'accord. Donc là, vous comptez pas publier en fait, ce travail que vous présentez aujourd'hui tel quel. Après, chacun d'entre nous publie individuellement aussi des articles. Donc moi, je me focalise surtout sur les stratégies d'argumentation, stratégies rhétoriques, sur le contre-discours au discours antisémite. Donc, il y a des publications, mais individuelles, pour l'instant, ou entre 2 ou 3 membres du groupe. Mais en tant que groupe pour l'instant, non. D'accord. Individuellement, je vais publier, il y a plusieurs conférences sur ce que je tiens, donc celle de Valence, qui est aux États-Unis en décembre, sur ce parallélisme entre Dieudonné et Kanye West. Sinon, à mon avis, la principale publication collective du projet sera une sorte de grand catalogue des concepts antisémites utilisés dans notre guidebook, qui sera une sorte de lexicon qui va paraître chez Palgrave. On espère cette année-là, peut-être l'année prochaine, mais on espère cette année, qui va vraiment en fait reproduire tout notre processus décisionnaire lorsqu'on est en face d'un commentaire antisémite. Il y aura donc pour chaque concept, il y a une quarantaine de concepts fondamentaux d'antisémitisme. Il y a un historique et ensuite nous allons donner des exemples concrets issus de notre travail, le commentaire antisémite et une explication pourquoi ce commentaire est antisémite. C'est un ouvrage qui à la fois s'adresse à une audience académique qui veut vraiment déconstruire les topoi de l'antisémitisme, mais aussi qui s'adresse à toute une série de praticiens de la modération en ligne, des ONG, de l'éducation qui travaillent sur l'antisémitisme et qui pourraient avoir besoin d'une sorte de manuel de déconstruction du discours antisémite de tous les jours, un peu discours, disons, quotidien de l'antisémitisme. C'est pour ça qu'on donne énormément d'exemples vraiment de nos propres corpus
qui sont analysés et à la fois est contextualisé du point de vue historique. D'accord. Bon, ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier de ce très bel exposé à deux voix. Et j'espère qu'on va pouvoir peut-être travailler ensemble. En tout cas, je sais, Laura, que vous m'informez régulièrement hein, de vos travaux. Peut-être trouver l'année prochaine, je ne sais pas, une possibilité de travailler ensemble. Bon. Ce sera avec plaisir. Bon, merci beaucoup et bonne continuation. Hein. Merci. à vous. Au revoir. Bonne Au revoir. soirée, au revoir.